Je me présente rapidement, je suis Nordine Nabili, je suis journaliste depuis quelques années. J'ai démarré d'ailleurs cette profession en tant que bénévole dans une radio associative en région parisienne il y a quelques années, radio associative que j'ai eu la chance et l'honneur de diriger dans la foulée puisque le directeur est parti à un moment donné. Et ensuite, j'ai fait ma carrière plutôt en radio, à Beurre FM, à RFI, à l'agence Reuters, et j'ai dirigé le Bondi Blog pendant une dizaine d'années, de 2006 à 2016. Pendant 10 ans où je suis ressorti complètement lessivé évidemment de cette expérience et je suis parti non pas pour me ressourcer mais en tous les cas pour vivre une autre expérience. J'ai dirigé le master de journalisme d'une haute école donc de journalisme à Bruxelles, donc en Belgique, et donc j'ai quitté mon poste après 8 ans de loyaux services justement pour revenir terminer ma carrière ici dans mon pays encore 4-5 ans, notamment par rapport à ce qui va arriver, c'est-à-dire la présentielle où j'ai envie un peu de travailler de nouveau sur la question évidemment qui m'a toujours préoccupé, c'est-à-dire les quartiers populaires, évidemment, la jeunesse, le chômage, l'info sociale. Voilà. On m'a proposé d'animer évidemment cet atelier. Le rôle d'animateur d'un atelier est finalement assez facile puisque d'abord, souvent, le panel est composé de gens qui savent de quoi ils parlent. Ils viennent pour échanger sur leurs pratiques et souvent aussi les gens qui viennent dans ces ateliers, comme vous, connaissent déjà un peu la thématique et justement ont envie aussi un peu de confronter leur point de vue. Donc vous êtes à la fois un public, mais vous êtes aussi des acteurs puisque une grande partie de cet atelier sera complètement interactive puisque je vais donner la parole aux uns et aux autres pendant 6-7 minutes pour les uns et les autres. Et puis ensuite, on pourra évidemment faire circuler le micro que je tiens dans mes mains pour vous laisser à la fois commenter, mais aussi évidemment poser les questions que vous souhaitez. Donc voilà, donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de questions interdites, il y a juste une nécessité de rester un peu dans la thématique qui est la nôtre de façon à pouvoir un peu maintenir une certaine cohésion dans les échanges. Voilà, le journalisme, c'est à la fois le contact et la distance, hein, c'est une formule d'Hubert Beuve-Meury, hein, le fondateur du journal Le Monde, le contact dans le sens de la proximité, donc du contact direct avec la société, mais aussi ses acteurs. Et la distance, c'est aussi la capacité à prendre le recul, à mettre toutes nos informations un peu en perspective pour essayer de mieux les comprendre. Donc le contact et la distance, c'est quelque chose qui évidemment sont un peu les jalons de notre travail. Une profession qui est chamboulée, évidemment, depuis quelques années. Je ne vais pas vous faire la tartine classique, évidemment, du développement technologique, des nouveaux formats, de l'information H24, de la possibilité offerte à quiconque aujourd'hui de produire une information et de la diffuser, ce qui est une avancée évidemment démocratique intéressante, mais qui pose un certain nombre de questions, évidemment, sur le rôle aujourd'hui de notre profession, mais aussi, évidemment, sur la véracité des informations qui circulent. Est-ce qu'on est toujours dans l'information? Est-ce qu'on est dans la communication? Est-ce qu'on est dans la propagande? Voilà, on est dans une époque qui est un peu compliquée, qui pousse aussi les journalistes que nous sommes, ou les experts, ou les chercheurs, en tout cas les citoyens engagés sur cette question de l'information, qui est un outil important pour nos démocraties, de se poser des questions évidemment sur ce qui se passe et sur la manière dont on doit encore maintenir évidemment une information utile aux citoyens basée sur l'éthique, sur un certain nombre de textes déontologiques qui agencent notre profession. Et puis le deuxième point qui est le plus important, c'est que finalement cette plateformisation de notre société chamboule aussi nos modèles économiques, les difficultés que l'on a aujourd'hui à être journaliste. Hein. Souvent, on a des difficultés. Bon, moi, je vous l'ai dit, j'ai dirigé un master de journalisme, et quand je regardais les chiffres de nos anciens étudiants, force était de constater que l'intégration professionnelle était compliquée, parce qu'aujourd'hui, dans les rédactions, c'est très difficile. Alors, on a malgré tout un taux de pénétration, mais ce sont souvent des statuts qui sont précaires, et qui parle de précarité en termes de journalisme dit forcément un impact direct sur la qualité de l'information. Donc la question du modèle économique est relativement importante. Et puis pour terminer, le dernier point de cet avant-propos, c'est que la profession est hétérogène. La profession ressemble au territoire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'il est divers et varié. Et donc les supports sont différents, les modes d'intervention le sont aussi. Et il y a dans notre secteur, contrairement à ce qu'on peut imaginer, une histoire, une mémoire de gens qui ont fait de l'information au niveau local, hyper local, au niveau régional, au niveau national, au niveau international, sur tous les supports existants. Et donc tout ça, évidemment, obéit
cette porte a vraiment des soucis avec nous. Voilà. Et donc, pour terminer, aujourd'hui, on parle évidemment d'une dimension particulière qui concerne évidemment l'information locale avec les acteurs que nous avons ici invités. Donc, je vais céder la parole tout de suite donc, aux uns et aux autres, et je ne vais pas prendre trop de précautions puisque je vais en fait en termes de hiérarchie, donner la parole évidemment aux gens en fonction de ce qu'il y a dans le programme. On commence tout de suite par Emma Audrey, qui est donc journaliste à Radio BIP à Besançon. Alors, belle introduction, merci beaucoup. Je suis journaliste indépendante et présidente de Radio BIP Média 25, qui est un média associatif non-profit. Alors, fait partie de ces radios associatives qui ont réussi à dépasser ce stade de la radio et de se transformer un peu et évoluer vers un média multicanal. Donc, c'est ça aussi notre spécificité. Aujourd'hui, on fait de l'écrit. On fait de la radio, mais on fait aussi de la vidéo, des transmissions en direct. Donc, c'est une évolution qui est un peu nécessaire aussi pour avoir une présence beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux, où on sait bien que la vidéo attire plus que le podcast radio. Mais c'est vrai que le podcast radio est devenu un peu plus intéressant. Et puis, on voit qu'il y a une sorte de consommation de la radio qui commence à se renouveler. On l'avait senti pendant quelques temps comme quelque chose qui se perdait, mais en fait, ça s'est renouvelé sur Internet. Donc, juste un petit mot sur Radio BIP. Radio BIP, c'est un média, c'est une radio qui était pirate. Donc, elle a été créée en 1977. On est très, très fiers nous sommes la génération de celles et ceux qui ont lutté pour que les radios soient libres et puis que les fréquences soient libérées. Et donc, de 77 jusqu'à 81, c'était Radio 25. 25 étant le département du Doubs. Moi, je viens de Franche-Comté, là où on fait du bon fromage. Du coup, c'est vrai qu'en 81, on est passé donc c'est un radio byzantine indépendante et populaire, Radio BIP, et c'était la période où on faisait enfin des radios avec des titres très très marrants. On fait plus ça aujourd'hui, tout est sérieux, je trouve, et la lutte, elle était aussi un peu plus joyeuse. C'est vrai que bon, les temps ont changé aussi, mais c'est vrai que on avait des titres comme ça, BIP. Ça nous a porté un peu défaut pendant quelques temps ce nom, mais on a réussi à le redorer, à lui donner une image assez bonne. Finalement, de militantisme, de lutte, surtout de journalistes, parce que jusqu'en 2015, jusqu'à peu près de cette période-là, la radio commençait à un peu disparaître, tout simplement. Et donc, on a fait ce pari de créer une rédaction de journalistes et de professionnaliser la radio et de professionnaliser le média et d'aller vers autre chose que ce que c'était ou uniquement, enfin, c'est-à-dire le militantisme pur. Évidemment, le militantisme existe, ça coexiste avec la rédaction. Donc, on a dans les radios associatives, vous savez, vous avez la plupart, c'est des radios qui sont assez militantes, parfois religieuses, parfois dans des militantismes. Ça dépend des sujets, que ce soit de gauche, etc. Et évidemment, Radio BIP faisait partie aussi de ce genre, de ce mouvement-là, avec ces radios qui avaient une majorité de militants de gauche à son actif. Aujourd'hui, c'est une rédaction avec des journalistes professionnels qui font un travail journalistique, donc éthique, donc qui respecte les règles, quart de presse évidemment, et à côté, nous continuons à avoir ce groupe de militants et de militantes qui continuent à faire des émissions radio. Ça, je le dis parce qu'en fait, tout simplement, on a une image assez erronée des radios associatives. Il y a quand même cette image que les radios associatives sont comme dans une sorte de case. Elles peuvent être que religieuses ou bien que de gauchistes, hein, on va le dire clairement, rouges. Donc, c'est quelque chose c'est une image qui commence à tout simplement évoluer aussi. Certes, ça existe, certes, c'est le cas, mais aussi on a des journalistes de plus en plus, et aussi ça s'est professionnalisé de plus en plus. Il y a des nouvelles générations qui arrivent à prendre ce militantisme aussi, le transformer, le mettre à jour, et puis continuer à militer dans la même direction. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est une ressource
assez importante. Il faut aussi savoir que les radios associatives, bon, je ne vais pas parler au nom du... Les syndicalistes parlent mieux que moi, mais les radios associatives génèrent aussi pas mal d'emplois en France, génèrent aussi énormément d'émissions. C'est, il me semble, la première radio française, en fait, en gros, les radios associatives en termes de contenu et puis de visibilité. En gros, toutes les radios associatives, c'est un média très divers, mais très riche. Et nous avons énormément de choses positives qui sortent de ces radios. Alors, je reviens au sujet, un journalisme exigeant malgré les contraintes. Alors, les radios associatives, c'est des radios qui ont des difficultés financières. Et c'est là le nerf de la guerre. On se rend compte, c'est pour ça que nous aussi, on a dû évoluer vers un modèle un peu différent. C'est parce que, tout simplement, le fonctionnement ancien qui était, vous avez un dossier de FSER, ça s'appelle, donc Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc ce fonds de soutien, il commence à être de plus en plus attaqué d'ailleurs. On le voit bien que presque chaque année, il y a une vague, une demande politique de certains partis à ce qu'on arrête de financer ces médias de gauchos. Et donc, fatalement, ça impacte beaucoup aussi ces radios et surtout la façon dont les radios fonctionnent. Quand vous avez ce genre d'attaque, vous avez les banquiers, par exemple, qui ne veulent plus faire comment on dit, des couverts autorisés, voilà, de couverts autorisés, ou bien soutenir un peu, comme toute organisation, quand il y a des moments un peu plus compliqués. Donc, on se retrouve dans des situations où les banquiers disent FSER, il n'est pas si stable que ça, donc vous êtes fragile, on ne peut rien faire pour vous. On commence à virer des gens, on commence à réduire le nombre de personnes, etc. Donc ça impacte fortement le fait de la précarité, impacte énormément le journalisme. Alors je vais faire vite. Ça impacte aussi parce que il y a une phrase qui dit notre précarité, c'est votre désinformation. Moins on a des journalistes professionnellement, on a des journalistes qui sont formés, moins on a des personnes qui sont capables de comprendre ce que c'est une actualité, comment informer, comment mettre en perspective, comment décrypter, comment faire du fact-checking, etc., vérifier, et tout ça, plus on a une information qui commence à être correcte, cohérente, et puis surtout ne pas être dans ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, les fake news et puis l'opinion à outrance. Donc, c'est vrai que le fait de déstabiliser financièrement ces médias-là impacte aussi la société et je pense que c'est là où la difficulté commence à se voir, c'est qu'on doit trouver des solutions alternatives. Et les solutions alternatives, par exemple, dans notre cas, nous ne pouvons pas faire de publicité. Donc, on n'a aucun contrat avec aucune marque et aucun sponsor. On peut compter que sur le don, puisqu'on est une association donc on peut, d'intérêt général, on peut déduire des impôts pour les personnes qui font des dons. Donc, fatalement, ça aide un peu, mais aujourd'hui, vous le savez bien, les dons, c'est quelque chose qui ne marche pas si bien. Et puis, en plus, c'est aléatoire. Donc, en fonction du sujet que vous allez écrire, vous allez avoir des ennemis ou des amis. Les amis d'hier vont être vos ennemis de demain quand vous allez toucher à un sujet qui ne leur convient pas. La société, elle est faite ainsi. Vous le savez aussi bien que nous. Et donc, fatalement, c'est assez aléatoire. Donc, il faut trouver des solutions économiques. Et je peux vous dire qu'on danse... pas sur un pied, mais sur les orteils, tellement c'est devenu difficile de trouver des solutions pour être dans les paramètres actuels et économiques, et aussi d'éthique, et aussi sociétal, et aussi etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc c'est un travail qui est complexe. Alors, dans notre situation, on a commencé déjà à développer d'autres outils, d'autres services au sein de notre média. Ces services, ça passe par la technologie. Donc, par exemple, nous sommes très spécialisés dans la transmission en direct vidéo. Et donc, on se retrouve à faire des contrats avec des organisations, toujours organisations non-profit, toujours dans ce cadre associatif ou culturel, jamais un lien avec les politiques, vraiment. Enfin, on fait des conférences, évidemment, on retransmet des conférences dans le cadre journalistique, mais pas des contrats payés, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on a dû se diversifier nos ressources,
commencer à réfléchir à d'autres façons de récupérer de l'argent, parce que c'est la seule possibilité pour nous de faire un journaliste de qualité, de continuer à payer nos journalistes, donc équipe, et aussi peut-être les pigistes, etc., et aussi de continuer à exister, parce que parfois la question se pose. Est-ce qu'on va continuer à exister? Est-ce que demain, les radios associatives vont pouvoir continuer à exister et surtout à faire ce travail-là? Et de l'autre côté, vous avez aussi des bénévoles, là il faut le dire, il y a aussi des bénévoles dans les radios associatives, mais vous ne faites pas un média professionnel ou bien un média qui tient dans le temps et qui arrive à répondre aux exigences du public, parce qu'il s'agit de ça aussi. Hein. On n'est plus dans les années 80, vous vous souvenez, on montait le potard, on commençait à parler de micro, ça passait. Hein. Il y avait de cracra, mais c'était vraiment le charme de la radio. Aujourd'hui, vous avez ça sur les ondes FM, c'est fini, c'est mort, personne ne vous écoute. Ils vont vous appeler, mais il y a un problème avec votre radio, parce qu'ils attendent ce son professionnel, bien gras, comme il faut. Et ben voilà, c'est ça aussi qui a changé. Les mentalités ont changé, la société a changé, et les radios associatives sont obligées finalement de s'adapter. On va évidemment détricoter tout ça, hein, puisque moi j'ai noté comme ça quelques mots-clés, et puis on aura l'occasion avec nos amis présents ce matin pour évoquer tout ça. On va donner tout de suite la parole à Stéphanie Lacaze. Vous êtes journaliste, Stéphanie, mais vous êtes aussi là en tant qu'invitée parce que vous avez travaillé sur une thématique très précise, c'est-à-dire l'économie sociale, autour donc des modèles économiques de ces médias locaux. Exactement. Voilà. Moi, je ne suis pas journaliste radio, du moins pas aujourd'hui. Contrairement à vous autres, mais c'est pas inconnu non plus, puisque j'ai fait de la radio associative quand j'étais jeune, à l'époque dont vous parlez. Voilà, et puis j'ai quand même travaillé en radio aussi au début de ma carrière. Aujourd'hui, je suis journaliste de presse écrite. Et alors le SNRL m'a invité effectivement à participer à cette table ronde parce que j'ai repris des études dans le cadre de mon cursus à Sciences Po à Bordeaux, et je me suis intéressée mes études c'est en économie sociale et solidaire, un master, et je me suis intéressée aux médias qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc mon mémoire s'appelle l'ESS, un levier pour l'indépendance des médias. Et voilà, donc pendant un an, j'ai examiné les différents modèles socio-économiques de l'ESS appliqués aux médias et l'intérêt qu'ils peuvent avoir, les atouts. Alors, on rappelle rapidement, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec l'ESS, qu'est-ce que c'est? En fait, l'ESS, c'est une manière d'entreprendre. C'est ça la définition, qui repose sur deux piliers. D'abord, le but poursuivi, en fait, c'est la non-lucrativité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour engranger de l'argent. Le but doit être autre que le partage des bénéfices. Voilà, en gros, on n'est pas là pour enrichir les actionnaires, hein, contrairement au capitalisme. Et la gouvernance doit être démocratique. Ça, c'est le deuxième pilier de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et s'il y a des bénéfices, parce que ce n'est pas interdit de faire des bénéfices, ils doivent servir au développement de l'entreprise et être mis en réserve, des réserves obligatoires qui doivent servir en cas de coup dur. Voilà, ça c'est en gros, ça, c'est la définition de l'ESS. Hein. Je schématise un petit peu. Et dans cette définition-là, il y a diverses formes d'entreprises, en fait, différents statuts. Donc, on a les coopératives, c'est les plus connus, mais les associations également, donc les radios associatives. Et puis, il y a aussi les entreprises commerciales de l'ESS. Voilà, tout ça, j'en parle en fait, dans mon mémoire. Et je montre comment l'économie sociale et solidaire représente une piste de développement intéressante pour les médias, pour différentes raisons que je viens d'évoquer. Hein. D'abord en termes d'indépendance économique, voilà, comment on peut être indépendant, notamment d'actionnaires. En termes de participation citoyenne, c'est un des modèles qui favorise la participation citoyenne. En termes de gouvernance démocratique aussi, évidemment, puis de coopération. Alors, moi, je n'ai pas étudié les radios associatives parce que c'est un monde qui est très, très, très riche. Donc, dans mon mémoire, je me suis intéressée aux médias plutôt écrits.
donc web, et puis ceux qui ont encore des versions papier. J'en ai étudié une dizaine que j'ai choisies pour leur diversité en termes de taille, de modèle, etc. Donc pour vous donner quelques exemples, voilà, j'ai étudié de près Politis. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine. Politis est devenu une coopérative en 2024. Reporter aussi. Reporter, c'est une association. Voilà. On a Alternative économique aussi, le magazine économique, qui est une SCOP, donc c'est une coopérative qui appartient à ses salariés, donc à ses journalistes. Et aussi dans les médias que j'ai étudiés, il y a Ouest France. Que vous connaissez, hein, Ouest France, donc premier quotidien régional de France, premier quotidien tout court même, hein, avec Le Monde. Et Ouest France, c'est une très grosse société, mais en fait qui appartient à une association. Voilà, c'est un modèle assez original. Ils ont fait ce choix dans les années 90 de passer en association parce qu'ils avaient peur d'être rachetés à l'époque. Parce qu'il y avait dans les années 90 un monsieur qui s'appelait Hersan, qu'on a surnommé le papivore, et qui avait pour habitude de racheter plein de médias. Ça nous rappelle des choses aujourd'hui. Voilà, donc tout ça pour revenir. Donc, à partir de ces modèles-là, j'ai regardé un petit peu quel pouvait être donc l'intérêt de l'économie sociale et solidaire en termes d'indépendance. D'abord, un média qui ne peut pas être racheté, donc, comme l'a fait Ouest France, il se met à l'abri des opérations de concentration qu'on observe aujourd'hui. Hein, donc, je ne vous parle pas de Bolloré, on voit ce que ça donne aujourd'hui, cet énorme empire, mais il n'est pas tout seul. Hein. Bernard Arnault possède également de nombreux magazines. Il y a Xavier Niel aussi. Voilà, aujourd'hui, on le sait, la plupart des grands médias français sont concentrés dans la main de quelques personnes, quelques milliardaires qui les possèdent et qui en font des outils d'influence. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est un but, et avec le contexte politique qu'on connaît, voilà, ça peut être aussi, ça peut interroger. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier atout de l'économie sociale et solidaire, c'est ce côté indépendance vis-à-vis d'actionnaires capitalistiques. Autre atout quand même d'un point de vue économique encore, hein, c'est la résilience. Parce que s'il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer, s'il n'y a pas de dividendes à donner, quand il y a un peu d'argent, il est mis en réserve, il fructifie et il sert en cas de coup dur. C'est ce qui s'est passé, moi c'est ce que je montre dans Mémoire, pour par exemple Alternative économique. Ils ont traversé un gros trou d'air au moment de basculer en version numérique. Ils ont perdu beaucoup d'argent, mais comme c'était une coopérative, qu'ils avaient mis plein d'argent de côté les années précédentes, ils ont réussi à amortir le choc, à ne pas faire de plan de licenciement. Ça s'est fait en douceur. Ils ont réussi à réinvestir pour se relancer, et aujourd'hui, ça tourne plutôt bien. Voilà. Après, il y a les associations. Alors, Emma l'a très bien dit, hein, le modèle associatif, c'est fragile économiquement. Hein, ça dépend beaucoup de subventions, de fonds publics. Donc ça, c'est compliqué, hein, surtout en ce moment où tous ces fonds sont en chute libre. Mais ça offre aussi une grande souplesse. C'est ce qu'elle disait, ça permet d'aller chercher des sources de financement variées. On peut faire appel à des mécènes, on peut faire appel aux dons, il y a des adhésions dans les associations. Reporter, je vous l'ai dit, c'est une association, c'est une rédaction qui fait un travail exigeant, qui est reconnue pour sa compétence en matière de journalisme orienté vers l'écologie, et c'est quand même 45 journalistes qui sont rémunérés uniquement grâce aux dons des lecteurs. Voilà. Donc ça fonctionne. Et puis il y a le dernier atout, enfin dernier non, pas le dernier d'ailleurs, mais autre, c'est la gouvernance démocratique. Une rédaction, c'est un lieu de débat, de discussion. On doit pouvoir échanger des idées. Il y a un besoin de démocratie et c'est pas toujours présent dans les rédactions. Je ne sais pas, vous en avez peut-être fait l'expérience dans vos rédactions vous-même, hein, mais c'est indispensable. Et dans les médias auxquels je me suis intéressée, moi, par exemple, chez Alternative économique ou chez Mediapart, tout le monde a voix au chapitre au sein du journal. Les journalistes, bien sûr, mais aussi les non-journalistes. Toutes les idées sont écoutées pour faire avancer l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un collectif. Et ça, c'est ce qui ressort aussi fortement, c'est cette nécessité d'inclure le maximum de personnes, de faire quelque chose de collectif. Et aussi,
dans la relation avec les lecteurs ou les auditeurs, en fait, avec les gens qui vous écoutent, qui vous lisent. On pourrait appeler la démocratie externe. Voilà, en fait, c'est d'écouter, de partager, de faire participer le public, plutôt que de lui délivrer une information verticale, voilà, les sachants qui parlent à ceux qui ne savent pas. Ben non, en fait, les gens qui nous lisent, ils ont aussi des choses à dire. Et puis, ça permet, ça, de restaurer la confiance, parce qu'il y a quand même beaucoup de défiance envers les journalistes aujourd'hui. Hein, et expliquer ce que c'est notre métier, comment on le fait, c'est hyper important. Et ça permet voilà, de restaurer cette confiance. Et pour ça, il y a plein de choses qui existent, voilà, que vous connaissez toutes, les associations de lecteurs, bien sûr, qui sont très actives. Hein. Dans le cas d'Alternatives économiques, par exemple, les associations de lecteurs produisent des suppléments qui sont faits par les lecteurs et qui sont publiés ensuite. Donc, c'est du travail de qualité aussi. Mediapart a son club, hein, pareil, où les articles sont publiés sur le site. Il y a les boîtes noires qui permettent d'expliquer comment un article a été produit, comment on l'a fait, de montrer les coulisses du métier finalement que les gens ne connaissent pas. Et puis voilà, il peut y avoir plein d'autres espaces d'interaction, d'échange, des conférences, des événements, etc. Et plus les lecteurs, auditeurs se sentent écoutés, inclus, et plus ils ont envie d'investir et de s'investir dans leurs médias. Et voilà, dans cet esprit, vous savez peut-être... Il y a une radio, justement, radio associative, c'est RVM, Radio Valois-Multiens, qui a lancé une coopérative d'auditeurs pour voilà, les inciter à soutenir le projet. Et les coopératives, il y en a d'autres, voilà, parce que ça, c'est le dernier point que je voulais aborder des atouts de l'économie sociale et solidaire. C'est justement ce côté coopératif, la coopération. Voilà, c'est un des principes de l'ESS, qui n'est pas forcément évidente hein, dans les médias traditionnels, puisque en fait, les médias sont en concurrence et non pas en coopération. Mais ça peut avoir des atouts. Vous avez peut-être entendu parler de Coop Média, je sais qui sont là aux assises. C'est une coopérative de médias indépendants qui a été créée en 2024. Et donc, ils se sont regroupés ensemble. Il y a Reporter, Médiacité, Vert, Fracas, Blast, etc. Je ne vous les cite pas tous. Hein. Et le but de Coop Média, cette coopérative, c'est d'aider justement au financement des médias indépendants en récoltant des fonds et en les redistribuant sous forme de prêts à taux modérés. Et dans un deuxième temps, leur but, c'est aussi de permettre aux médias de travailler ensemble en mutualisant des équipements, des choses là. Bon, ça, ce volet n'est pas encore totalement abouti, c'est un petit peu plus compliqué. On verra ce que ça donne. Mais voilà, ça fait partie de toutes ces initiatives qui méritent d'être connues aujourd'hui, je pense, et qui offrent voilà, une lueur d'espoir, si j'ai envie de dire, pour les médias aujourd'hui, voilà, et pour les radios voilà, que vous représentez. Merci beaucoup, Stéphanie Lacazon. En tout cas, il y a des chemins possibles. On reviendra sur Exactement. les 2 ou 3 C'est points. C'est ce que j'ai voulu montrer, un peu d'espoir. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. On va donner tout de suite la parole à Morgane Large, donc, qui représente ici la radio Creys-Braise. Donc, Creys-Braise. C'est un E mouillé. Creys-Braise. Ça veut dire Centre-Bretagne. Très bien, bienvenue voilà. à vous, donc Morgane. C'est une radio très ancienne, située donc, au milieu de la Bretagne, qui a commencé en 79 par un journal parlé sur cassette. Les gens c'était un CIVOM. Les CIVOM, en général, c'était pour les ordures ménagères. Et nous, il y avait eu donc une constitution d'un CIVOM avec plusieurs communes pour créer ce journal parlé sur cassette. Les gens s'abonnaient. En échange, ils recevaient une fois par mois une cassette. Et le vendeur d'électroménager du coin faisait un peu comme on fait avec les Livebox aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il louait des appareils pour écouter les cassettes pour une somme modique par mois aux usagers, aux gens qui s'inscrivaient pour écouter ça. C'est devenu une radio en 83, avec voilà, toute la poésie des radios associatives, moi je trouve. Et on se constituait principalement autour de la langue bretonne. Cette radio est bilingue et parle beaucoup en breton et fait parler les gens en breton. Moi, j'ai appris le breton, mais je suis rentrée là-bas, je ne parlais pas breton et je ne travaillais qu'en français. Mais j'ai appris le breton un peu par respect pour mes collègues et puis parce que c'est super intéressant aussi. Voilà, c'est un petit cadeau qu'on se fait. J'ai commencé à travailler en 2000 par là. Alors moi, je faisais des émissions one-shot, c'est-à-dire que ça passait une fois, puis des fois ça passait 2-3 fois parce qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent.
Mais après, c'était même pas archivé. C'est-à-dire que c'était poubelle. Et c'est pas comme un journal. J'avais travaillé un peu pour la presse écrite avant. Un journal, il reste sur une table. Là, l'émission, une fois qu'elle était passée, c'était fini. Donc, pour l'ego, c'est un peu raide. Mais c'est pas très grave parce que je me disais, à partir du moment où j'ai pu avoir les moyens d'archiver, je me disais, c'est pas grave, je fais un travail un peu patrimonial. Ça va rester, ça servira peut-être un jour, tout ça. Toutes ces voix qui sont sur mes bandes. Parce que j'avais vraiment cette impression de faire des sortes de moissons sur le territoire de voix et d'avoir ce petit canal de la radio qui me permettait de les restituer. Alors, avec beaucoup de maladresse parce que au départ, on avait très peu de possibilités de montage. On était très souvent en panne. On avait même une blague qui disait la radio est tombée en marche. Enfin, voilà, c'était assez drôle. Mais c'était notre quotidien. Et aussi le fait qu'on devait être des espèces de couteaux suisses. Moi, j'ai fait de la technique. Je suis allée dans les châteaux d'eau remettre le courant quand ça sautait. Bien sûr, on accompagnait les bénévoles sur les émissions. Mais enfin, on faisait vraiment plein de trucs. Et c'est pas inintéressant d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça super. Alors la place du français à RKB, elle n'était pas primordiale. Le truc c'est que on m'a très vite dit si tu veux faire un truc à RKB, on te prévient, il faut le faire toute seule. Donc ce qui était bien par contre, c'est que j'avais une liberté exceptionnelle. Mais alors exceptionnelle de chez exceptionnel. Enfin c'était... Et donc, moi, comme je m'intéressais plutôt au secteur agricole, étant fille de paysan, et puis à l'environnement, parce que j'avais une formation en environnement, je me suis dit que j'allais essayer de mettre en boîte des petites émissions, voire même de faire un magazine qui serait consacré à ces sujets-là. Et on m'a laissé le faire, et ça, c'est quand même remarquable. Vive les radios locales, j'ai pu inviter absolument qui je voulais. Alors, j'avais un peu de mal à être légitime quand j'ai commencé à creuser un peu. Il y avait des gens qui ne voulaient pas du tout me parler, notamment les chasseurs. Alors que parler d'environnement sans donner la parole au monde de la chasse, c'est un peu compliqué. Donc, je suis allée passer mon permis de chasse sans savoir... alors, c'est un truc... En fait, je suis droitière, mais mon œil directeur, c'est le gauche. Et donc j'ai eu mon permis de chasse en tirant au fusil de chasse comme une droitière, vraiment à côté de la cible. Voilà, après, je me suis rendu compte qu'il fallait tirer de l'autre côté, mais voilà. Et puis j'avais aussi un truc par rapport au monde agricole. J'avais des données un peu anciennes parce que mes parents avaient une ferme, mais c'était vieux. Donc je suis allée aussi passer un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. J'ai arrêté la radio 1 an pour faire ça. C'était hyper intéressant. Et j'ai fait des stages en ferme, 17 semaines de stages en ferme. Ça, c'était top parce qu'en fait, on m'a vu sur le terrain, dans des fermes. Le mot se passe assez vite. C'est un tout petit monde, l'hyper-ruralité et le monde agricole. Donc, on sait assez vite qu'il y a une femme... il y a un maître de stage déjà qui a accepté de prendre une femme, après qui lui a confié le tracteur. Enfin, bon, ça va très vite. Et puis... de fait, on est plutôt intégré parce qu'on a fait le boulot avec les autres. On a participé à des chantiers collectifs, tout ça. Et alors, il y a des journalistes qui ne le font pas et qui traitent super bien de ces sujets-là. Mais moi, j'ai eu besoin de le faire pour me sentir mieux, en fait, avec mes interlocuteurs. Donc, j'ai commencé de plus en plus à traiter les sujets agricoles, ce qu'on m'a laissé faire aussi à la radio. Et on a commencé à avoir des pertes de subventions. Alors, on est financé par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, exactement comme les autres radios. On n'a pas de publicité, exactement comme les autres radios. On a par contre, au titre de langue bretonne, une subvention régionale assez importante. Au titre de médias sociaux de proximité, des petites subventions du conseil départemental qui ont été maintenues, mais des petites subventions des communes. Chaque année, donc, on fait un appel à subvention à toutes les communes en leur disant cette année, sur votre commune, on a fait tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et alors, des fois, c'est 30 €, des fois, c'est 200. Enfin, quand c'est 1 000 €, c'est un truc de fou, quoi. Mais cumuler toutes ces petites subventions, comme on a 4 émetteurs et qu'on est sur plusieurs départements, eh bien ça représente quand même des sommes qui sont assez vitales pour la radio. On a commencé à perdre des subventions. Donc moi, j'avais fait un sujet sur une extension de porcherie portée par une coopérative agricole. Les coopératives agricoles font partie de l'économie sociale et solidaire, faut le savoir. Cette extension de porcherie, je voulais avoir les porteurs de projets et la coopérative. Ils n'ont jamais voulu me répondre, mais ça, c'est quand même un grand classique. C'est quand même de plus en plus dur d'avoir le contradictoire partout. Je ne sais pas comment c'est pour les autres. Et donc, je n'avais reçu, ne voulant pas s'exprimer, je n'avais reçu que les opposants. Et bien, pendant l'émission, en direct, le maire de la commune concernée a appelé pour dire que la subvention s'était terminée. Et depuis, c'était en 2011, cette commune ne nous a jamais plus versé une subvention.
Jamais. Donc là, je commence à avoir des collègues qui me disent « tu devrais faire attention à ce que tu dis ». Ce qui est quand même assez gênant parce que c'est aussi un biais dont on nous parle dans les radios associatives, c'est de faire un peu du journalisme de préfecture, d'avoir beaucoup de porosité entre la communication, parce que c'est sûr, hein, en plus on est dépendant des collectivités territoriales pour des petites subventions, donc on pourrait se faire le relais complaisant des communiqués de presse qui nous parviennent, qui sont plutôt en plus bien tournés, bien léchés, ils ont des gens pour le faire, et là on n'était pas dedans et ça commence à poser problème. La radio continue de me soutenir et ça c'était bien. Et puis, il y a aussi les interpellations quotidiennes, parce qu'on vit sur le territoire où on bosse, donc ça, c'est hyper raide. C'est-à-dire qu'on a une profession qui est plutôt mal aimée. Quand on traite des sujets, on se fait engueuler. Quand on n'en traite pas, on se fait engueuler aussi, ce qui est quand même super pratique. Enfin, là, on se fait tout le temps engueuler, en fait. Voilà. Donc, et puis, donc, en dehors de cette perte de subvention, moi, on a commencé à avoir quand même des menaces beaucoup plus vives. Quand on a été amené à traiter des sujets en lien avec les pesticides, par exemple, qui sont des vrais enjeux de territoire. Hein. On se saisit pas des sujets comme ça. Hein. On nous demande, enfin les gens nous expriment une sorte de souffrance à être, par exemple, riverains de très grandes de cultures intensives où il y a beaucoup de traitements ou de salariés de coopératives agricoles qui manipulent des pesticides et qui en sont malades. Donc, on ne s'en saisit pas par hasard. Et là, les menaces arrivent et les atteintes, ce qui compromet très largement notre indépendance. Alors, moi, j'ai eu pas mal de soucis que je résume rapidement. Enfin... interpellations sur les réseaux sociaux, coups de fil la nuit, les portes de la radio 2 fois fracturées, mes roues de voiture déboulonnées à 2 reprises, mon chien empoisonné, mes animaux mis en divagation. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me cache, c'est-à-dire que je vis dans un endroit, j'ai déménagé et que j'ai une boîte postale au centre communal d'action sociale de ma commune. Pas de ma commune, de la commune où se situe l'un des sièges principaux de la radio. Hop là, pardon, j'ai fini ma prise de parole. Non. Voilà, pour être tranquille, c'est-à-dire que je vais chercher mon courrier, mais il y a mon adresse nulle part. Et je voulais vous faire écouter un petit son. Alors, il ne dure pas longtemps, je ne sais pas si vous me laissez déborder un tout petit peu, 26 et 32 secondes. Donc, à la suite de ces atteintes, j'avais parlé beaucoup de la coopérative agricole Triscalia. Et il y a le président de Triscalia qui s'exprime et sur France Info et sur un autre média, je vais vous le faire entendre. À l'époque où il s'exprime, Triscalia, c'est 1,9 milliard de chiffre d'affaires, 4 800 salariés et 17 000 agriculteurs adhérents. Il parle de moi. Les journalistes sont là pour divulguer de la vraie information et pas pour cracher du venin. C'est la Xème fois qu'elle menace donc les responsables de coopératives, les élus. C'est un comportement qui n'est pas digne d'un journaliste. Est-ce qu'elle veut se faire un nom au travers de ça? Parce qu'aujourd'hui, Madame Large, ici, personne ne la connaît. Donc aujourd'hui, elle veut peut-être se mettre en avant en tapant sur le dos des autres. C'est du harcèlement. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez elle, c'est pas possible, parce que pour attaquer les gens comme elle le fait, parce que je ne suis pas le seul à l'attaquer, hein, elle attaque les politiques, elle attaque tout le monde, donc je ne sais pas, qu'est-ce qui la dérange, Le modèle agricole breton, c'est un modèle qui est solide, qui tient la route, hein, qui fait vivre beaucoup de gens et donc qui s'améliore de jour en jour pour produire des produits qui sont reconnus dans le monde. Hein. On a énormément de pays qui nous envient et qui achètent de nos produits, et heureusement. Les journalistes. Et donc, quand ça intervient et qu'on sait que, et en plus d'ailleurs, Triscalia est aussi propriétaire d'une parution agricole qui s'appelle Le Paysan Breton, qui est distribuée gratuitement à hauteur de 45 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres des agriculteurs. C'est Triscalia, le CMB et Groupama qui relayaient exactement les mêmes messages. Moi, je commençais quand même réellement à flipper. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'on travaille dans des petits médias, on est soumis aux mêmes contraintes que les grands médias, avec beaucoup moins de moyens. En attendant, moi, je travaille dans un petit média qui m'a toujours soutenue. Contrairement... Enfin, par rapport à ce que dit ce monsieur, moi, j'ai jamais eu de procès en diffamation. J'estime que j'ai jamais été diffamante et que j'ai plutôt fait, dans les règles du journalisme, mon métier. Merci beaucoup. Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur.
Paul Valéry. C'est à vous, Éric Lucas. On a un peu gratté le timing, donc si vous pouviez... Faire plus court. Voilà, merci. Ouais, j'y arrive jamais. Oui, merci. D'abord, je voudrais excuser Charlotte qui devait être là et qui ne l'a pas pu pour des raisons liées tout simplement à des questions de transport et qui aurait été très intéressante à écouter parce qu'elle a une expérience en matière de radio associative sur le travail de l'insertion, c'est-à-dire avec des publics qui sont habituellement en difficulté de communication avec le reste des personnes sur les territoires, et cette expérience aurait été intéressante. Pareil, je vais faire un lien rapide avec ce que vient de dire Morgane. Oui, c'est pas toujours de tout repos d'être responsable de radio associative. J'ai moi-même été menacé de mort une fois, pareil, dans une période d'élection. Ça remonte loin, hein. Et j'étais la semaine dernière à Tournon avec Déclic Radio et Radio d'ici, de Patrice Berger, qui a été un historique des radios et qui nous a quittés malheureusement. Et Radio d'ici, par exemple, a été détruite par des néo-nazis en 2020. Avec des tags croix gammée, les traces des mouvements suprémacistes américains, enfin voilà. Et en fait, c'était lié au fait qu'ils défendaient des valeurs que surtout ces gens-là ne pouvaient pas supporter. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir que derrière, les collectivités locales ont permis assez rapidement à Radio d'ici de pouvoir réémettre. Ce qui montre bien que des fois, les pouvoirs publics peuvent se mobiliser lorsque les radios ont démontré leur utilité territoriale, et c'est le cas pour l'ensemble des radios qu'on vient d'écouter et pour celles que je viens de citer. Alors moi, je représente ici le syndicat national des radios libres, Éric Lucas. Je suis délégué national à l'éducation, membre du Conseil national donc du SNRL depuis pas mal d'années. Voilà. Et donc, je suis aussi créateur de radio en 1983, Radio Alpemancel, qui est une radio en zone rurale en Sarthe, et Fréquence Sillé, qui est une radio en milieu scolaire, en lycée, qui a été créée en 1991. Le SNRL, Syndicat national des radios libres, dit bien son nom. C'est un syndicat professionnel, c'est un syndicat d'employeurs qui a été créé en 2014 à la suite de la Confédération nationale des radios libres, qui était un groupement de radios. Et pourquoi on s'est regroupé en termes de syndicats? C'est pour être présent à la table, entre autres, du dialogue paritaire. Hein, et être effectivement reconnu et bien clairement identifié. Aujourd'hui, le SNRL est la première organisation syndicale du monde de la radio. Et si on ajoute nos amis de la CNRA, qui sont également les autres représentants des radios associatives, on représente plus de 50% du monde de la radio associative. Alors la radio associative, c'est quoi? C'est 770 radios en gros en France, c'est 25 000 bénévoles, c'est 2500 salariés, sans doute un peu moins maintenant parce que on voit effectivement, par tout ce qui a été dit, une diminution progressive. Et puis, c'est 270 journalistes professionnels. Vous allez me dire, c'est pas avec 270 journalistes professionnels qu'on fait de l'information dans 770 radios. Eh bien, si, justement, c'est parce qu'on n'a pas besoin que des journalistes professionnels et que, historiquement, d'autres membres des communautés territoriales se sont engagés par le bénévolat ou alors par une extension du métier, parce que chez nous, on a un métier qui s'appelle ATR, animateur, technicien, réalisateur, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte polyvalent, multicarte, et parmi ces ATR, beaucoup font également de l'information. D'ailleurs, on parle bien ici de journalisme et non pas de journaliste. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas trop de savoir quel est le statut des personnes qui interviennent, mais quel est le rôle qu'ils jouent réellement sur les terrains. Alors, la particularité de notre branche radiophonique, c'est de donner 3 lignes principales pour les radios associatives. C'est le pluralisme d'abord, hein, c'est la priorité, de s'asseoir sur un ancrage local, et on peut dire que sans ancrage local, il n'y a plus de sens finalement aux radios associatives, et ensuite la mission sociale qu'on peut se donner sur les territoires. Une fois qu'on a décliné tout cela, eh bien, tous les projets peuvent se développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'écouter 2 cas avec nos amis bretons, nos amis de Franche-Comté. Mais si on avait eu les 770 radios, c'est 770 récits différents
qu'on aurait donné, parce qu'on a tous une histoire différente, on a tous des missions différentes, on a tous des facilités différentes et on a tous les mêmes difficultés par contre. Voilà. Donc ça, c'est le point commun. Peut-être rappeler ce que représentent les radios associatives aussi en France. C'est 18% des fréquences hertziennes. On est protégé. On est une espèce protégée par l'Arcom, c'est-à-dire que voilà, quand il y a des appels à projets, on reste un peu prioritaire parce que nous, on fait des choses que les autres ne font pas, parce qu'on correspond bien aux territoires sur lesquels on intervient. 2 millions d'auditeurs et 1h08 d'écoute jour auditeur et des chiffres qu'on va vous vendre comme des chiffres non fiables, parce que, vous le savez, c'est le fameux chiffre d'Audimat qui compte. Or, les chiffres d'Audimat ne sont pas performants pour couvrir ce qui se passe, entre autres, dans les zones rurales. Donc ces chiffres-là, on ne peut pas en tenir compte. Ce qui compte, c'est évidemment l'aspect qualitatif sur lequel on est mobilisé. Alors, le sujet qui est abordé ici, c'est la question d'un journalisme exigeant malgré les contraintes. Alors, journalisme exigeant, peut-être que le point historique est important, et je crois que je peux me permettre de le faire parce que je l'ai vécu, c'est qu'on a commencé dans un premier temps avec des bénévoles dans les radios, des gens qui avaient envie de donner la parole à l'ensemble de ceux qui ne l'avaient pas, ceux qu'on appelle les sans-voix, que ce soit aussi bien en France que dans les radios communautaires ailleurs dans le monde, car nous ne sommes pas un cas isolé. Il y a aussi ailleurs des radios communautaires, chez nous on dit associatives, parce qu'on a gardé l'aspect juridique, alors qu'ailleurs c'est communautaire pour dire que ça correspond à une population, à un village, à un espace. On est le seul pays du monde où on parle de radio associative. Voilà. Donc il s'agissait de lutter contre le monopole, il s'agissait de mettre en valeur une vision locale, il s'agissait de donner la parole citoyenne aux gens des territoires. Et puis petit à petit, on est passé de l'enthousiasme militant qui a été décrit par Bib tout à l'heure à une espèce de souci de la professionnalisation, et la professionnalisation qui ne passe pas que par le salariat. C'est-à-dire c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire quelque part, c'est vrai que salarier quelqu'un avec un contrat de travail et une mission définie qui dit clairement ce qu'on attend d'elle ou de lui, c'est fondamental, mais les missions définies par la radio peuvent être très bien assumées aussi par des gens qui sont sur du terrain de bénévolat, peut-être pas évidemment dans la même quantité et les mêmes obligations. La différence, c'est qu'un salariat, un journaliste va devoir suivre la ligne éditoriale définie par le média, définie par la radio, respecter le projet associatif. Pour un bénévole, c'est parfois plus compliqué parce qu'il revendique évidemment en partie sa liberté d'intervention, et des fois ça peut poser quelques soucis pour un certain nombre de radios, pas toutes, loin de là. Alors qu'est-ce qui marque notre exigence en matière de journalisme? Plusieurs choses. D'abord, c'est la proximité, c'est la règle de proximité. Ce n'est pas la peine de faire ce que les médias nationaux ou régionaux font, autant faire ce que personne ne fait, c'est-à-dire s'intéresser au concret des territoires, au concret des villages. Je prends un exemple tout bête, les élections municipales. Quand vous allez couvrir les élections sur un village de 450 habitants, c'est clair que c'est pas France Info ou France 2 qui va le faire, parce qu'ils ne peuvent pas le faire pour l'ensemble de la France, ils pourront le prendre comme exemple. Mais nous, on le fait de façon systématique avec le village d'à côté, le village d'à côté et le village d'à côté. Voilà, c'est-à-dire que clairement, c'est la proximité. Deuxièmement, c'est l'investigation locale. Et ça, c'est plus compliqué. Parce que qui dit investigation locale dit qu'il va falloir qu'on s'intéresse à un certain nombre de sujets, y compris les sujets qui gênent. On vient d'en avoir un exemple avec Morgane pour ce qui concerne les problèmes d'environnement et d'agriculture sur la Bretagne. Autre chose, c'est de donner la parole citoyenne, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous en matière de radio associative, ce n'est pas que des gens prétendent parler à la place des autres, qu'ils soient journalistes professionnels ou pas, c'est qu'ils fassent parler les gens eux-mêmes. C'est-à-dire que l'information soit prise en charge, soit portée par les citoyens. Alors, les contraintes qu'on va avoir pour pouvoir mener tout ça, c'est d'abord les finances. Alors, je ne reviens pas sur le fonds de soutien, les collectivités. Je vais vous donner un exemple tout simple. La région des Pays de la Loire, moi-même, donc je suis dans la région des Pays de la Loire, qui a la chance d'avoir Christelle Morancet comme présidente, qui a donc été la première à prendre l'initiative de saper à la base les radios associatives et le secteur culturel en supprimant du jour au lendemain, pas du jour au lendemain,
du lendemain, le lendemain à la veille, c'est-à-dire elle a supprimé en même temps la subvention de l'année d'avant, aux radios associatives. Cas concret, pour une radio comme la mienne, c'était 10 000 € de moins sur le budget. Vous faites le calcul, 1 an, 2 ans, 3 ans, tac, vous avez perdu un poste. Ça va vite. Et ça, sur une simple décision politique de la vice-présidente d'Horizon. Voilà. Ensuite, que dire au niveau des faiblesses, c'est la dépendance politique qu'on a à un moment, bien sûr, parce que plus on est près de celui qui vous accorde des fonds, plus on est susceptible d'être, on va dire, contrôlé, voire d'avoir des remarques désobligeantes, pour parler plus simplement. Les autres contraintes, c'est les capacités salariales. C'est-à-dire qu'on a des capacités salariales limitées. On ne peut pas monter très haut. C'est pour ça que le plus souvent, on applique la convention collective de la radiodiffusion plutôt que la convention collective du journalisme, qui donne des contraintes supplémentaires. Et on joue souvent le rôle d'école de formation. C'est-à-dire beaucoup de gens démarrent dans des radios associatives et puis après vont aller vers d'autres radios, d'autres médias, voire se retrouver dans les médias nationaux. Vous connaissez tous Yael Gauze, qui était donc chef du service politique, je crois, de France Info. Voilà, sur France Info. Il a commencé à Radio Prévert, radio associative en collège à Pont-Valin, dans la Sarthe. Voilà, il avait moins de 10 ans. Il avait 10 ans. Voilà. Donc pour vous dire que aider comme ça, on peut en citer des tonnes et des tonnes. Donc plein de parcours professionnels. Et Charlotte me disait hier, mais n'oublie pas de dire aussi qu'il y a des gens qui reviennent parfois des radios nationales ou du service public volontairement vers les radios associatives parce que ils ont envie de s'aérer un petit peu comme au moment du Covid, on a fui un peu la ville pour aller se réfugier un peu à la campagne pour respirer un air plus simple, plus sain. Donc voilà. Donc voilà. Alors ce qu'on ne doit pas faire, par contre, nous de notre côté, les exigences qu'on doit avoir, c'est ne pas rester uniquement dans la proximité et dans l'entre-soi, dans ce que moi j'appellerais le réseau social local. C'est-à-dire, il ne faut pas que les radios associatives aient le défaut de tourner en rond avec toujours les mêmes intervenants ou alors toujours les mêmes auditeurs. Il faut qu'elles jouent sur la multiplicité des publics vers lesquels on peut aller. Et puis sur le traitement des sujets, évidemment parler de toute l'actualité locale, mais vient aussi la question du national. Et la particularité de la radio associative locale, c'est de traiter les sujets nationaux sous l'angle local. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire, au lieu de répéter les choses qui sont dites par tous les médias nationaux, on a l'impression des fois qu'on a du copier-coller, eh bien, c'est sur les manifestations agricoles, c'est plutôt d'aller interviewer l'agriculteur du coin. Sur tout autre problème, je ne sais pas, sur le problème de la santé mentale des jeunes. Nous, on a chez nous, par exemple, une émission qui vient d'être lancée par des jeunes de 17 ans sur la question de la santé mentale. Ben voilà, là, c'est du concret, c'est-à-dire qu'on va parler du local pour aborder un sujet national. Voilà. On doit donc pour ça instaurer la confiance, et c'est vrai que la proximité nous permet aussi d'instaurer la confiance, et de partir aussi sur des champs qui sont importants et pour lesquels on est financé, il faut le dire. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, unique dans le monde, on est le meilleur, on va le dire quand même, on est le meilleur système de financement des radios associatives au monde. En effet, en 86, peu après le début des radios, en 84 même, et ça a été normé un petit peu après, le législateur a non seulement autorisé les radios à exister, mais il s'est quand même dit « oui, mais s'ils n'ont pas les moyens de fonctionner, ça ne colle pas ». Et c'est là qu'a été créé le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Alors, il peut avoir tous les défauts du monde qu'on peut dire. C'est un dossier insupportable à monter. C'est lourd, c'est compliqué. Il faut fournir des justificatifs absolument incroyables qui vont à l'envers de la déontologie de tout journaliste. Le fait d'aller demander à quelqu'un, vous pouvez faire un papier comme quoi vous allez prouver que vous êtes bien passé chez nous. Mais quel journaliste déontologiquement peut se permettre ça, Est-ce que les gens en face ils vont dire « Ah ouais, c'est uniquement pour avoir des sous, vous nous avez interrogés ?» Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Donc voilà, donc je termine vite fait en disant que le bon côté du fonds de soutien, c'est qu'en créant une aide sélective, c'est-à-dire avec des catégories, elle pousse clairement les radios quand même à aller travailler dans le champ de la culture, du patrimoine, de l'environnement, de l'éducation, de l'intégration. Et je ne suis pas sûr que toutes les radios le feraient s'il n'y avait pas
cette incitation du fonds de soutien. Voilà, je vous avais juré de faire rapide. Je suis sûr que je n'ai pas fait. Merci beaucoup. Je suis désolé. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, je vais me lever pour pouvoir passer la parole, évidemment, aux personnes qui souhaitent la prendre. Voilà, donc, il nous reste une bonne demi-heure. Si vous souhaitez apporter un commentaire, poser une question, détricoter ou déconstruire quelque chose que vous avez entendu ou demander un éclairage, c'est tout à fait possible. Si vous ne le faites pas, moi j'ai plein de questions. Donc plus vous parlerez et moins je le ferai. Oui, bonjour, Freddy Moulongo. Je pose... Ah oui, je pose la question pour savoir à Eric et aux autres, quel bilan faites-vous de la libération des ondes par François Mitterrand il y a plus ou moins 55 ans. Quel bilan pour les radios associatives et communautaires? La seconde, c'est est-ce que les radios associatives qui ont la parole libre, hein, qui font un peu de la bouillon culture, ont-elles vraiment besoin d'une validation, notamment de l'État, pour exercer ce qu'ils font de mieux? Parce qu'on constate que les radios associatives sont souvent des pépinières pour des médias généralistes et internationaux. Merci. Merci. Alors tout le monde ne pourra pas répondre, hein, évidemment, parce que sinon on sera longtemps. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être, je ne sais pas, vous voulez par exemple une réponse de quelqu'un de particulier? Alors qui peut répondre? Allez, vas-y, je prendrai la suite. Alors, je pense que vous aurez une meilleure analyse que moi. J'ai suivi quand même les radios associatives depuis très longtemps, mais peut-être moins que vous. C'est pas une histoire d'âge, mais de temps dans le métier. En tout cas, pour moi, le constat, il est assez net. C'est une des meilleures choses qui a pu être faite, hein, d'ailleurs, de rendre cela possible. Ça a créé cette industrie aussi du travail dans les radios commerciales, puisque grâce au travail de celles et ceux qui étaient dans les radios pirates avant, on a pu avoir les radios commerciales, le reste de l'industrie radio. Et d'ailleurs, parfois, je me rends compte qu'ils savent même pas, la plupart, ils savent même pas que c'est grâce au travail de nos anciens. Hein, j'appelle anciens pas par rapport à l'âge, mais par rapport à leur implication. C'est pour ça que je disais, nous sommes les fiers héritières de leur travail, et puis on continue à mener ce travail. Donc, pour le faire court, c'est évidemment... Ça nécessite une remise en question chaque fois, chaque année. Tout est remis en question aussi au niveau financier, tout est remis en question aussi au niveau organisationnel. Mais si on va sur le fond, oui, ça a été une chose assez extraordinaire. Et puis je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce passage dans la légalité, eh ben, on a eu un impact sur la société, parce qu'on ne parle pas assez de l'impact que le travail des radios associatives a sur la société, qui est très positive. Donc, on pourra détailler davantage. Alors, la question, en fait, parle quand même du début des années 80, donc ça fait quand même pas mal de temps, notamment pour nos jeunes amis présents ce matin, c'est presque de la préhistoire. Aujourd'hui, on est quand même dans un moment beaucoup plus simple en termes de communication et d'information. Il y a les réseaux sociaux, n'importe qui peut mettre des choses en ligne, qu'elles soient vraies ou pas, peu importe. Mais en tous les cas, on n'est pas du tout dans la société française du début des années 80 avec une ORTF un peu chien de garde en réalité. D'ailleurs, c'est ça la logique en fait de la libéralisation des ondes au début des années 80. Est-ce que les radios associatives aujourd'hui ont encore cette place-là d'être le premier palier pour dire ce qu'on a à dire aujourd'hui, que ce soit au niveau local ou même national? Est-ce que les radios associatives ont pris le virage aussi du développement technologique? Est-ce que quelque part, c'est pas un peu sur le terrain des radios associatives que les réseaux sociaux se sont installés? D'abord, j'aurais eu un plaisir d'entendre Freddy Moulongo s'exprimer ici pour dire aussi qu'il y a eu de la coopération internationale entre radios associatives et radios francophones, et qu'il y a eu des mouvements de solidarité importants. Mais là, si on rentre dans cette histoire-là, c'est un autre atelier qu'il nous faudrait. Je vais juste donner un truc tout bête.
En 1995 ou 96, sur notre radio Fréquence Sillé, on a fait peut-être les premiers podcasts, parce qu'on avait des fous d'informatique dans l'équipe. Et on a fait des trucs tout cons. On a fait des bruits des moteurs des voitures aux 24 heures du Mans. Moi, je suis de la Sarthe, donc voilà. Et puis des interviews derrière et tout ça. Voilà. Et pour dire à quel point on a déposé à l'INPI le nom de Radionet. C'est-à-dire on percevait déjà que le doublement entre la radio et l'Internet était indispensable. Et aujourd'hui, ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir déposé la version anglaise, Web Radio, parce qu'on serait très riche. Voilà. Donc, donc on a aujourd'hui, l'ensemble des radios travaillent multi-support. C'est-à-dire qu'on est sur la FM, on est sur le DAB, on est sur le streaming, on est sur les podcasts, on est sur les réseaux sociaux. Quand on fait des débats en élection, on fait en même temps de la radio, du Twitch et puis du YouTube derrière. Voilà. Si on passe pas ce virage-là, on est mort. On est mort. Donc c'est évident que la prise en compte de ces nouveaux canaux, parce que moi je tiens à ce qu'on sépare toujours la notion de canal, de support, de la notion de contenu. Moi, je dirais, à la limite, je m'en fous des supports. Les supports, il faut se les approprier, il faut les utiliser, mais des supports sans contenu, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, des contenus qui ne peuvent pas utiliser des supports, c'est quand même très ennuyeux. Donc, automatiquement, dès qu'on a des contenus à passer et des idées à passer, évidemment, on veut multiplier les supports. Et la fameuse idée, les radios sont mortes. Bon, les radios sont mortes. Moi, je fais beaucoup d'ateliers avec des collégiens, des lycéens. Et quand on pose la question aux collégiens, aux lycéens, la radio, on n'écoute pas. Bien sûr qu'on n'écoute pas. Ils s'informent avec les amis, avec les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Bon. Mais dès qu'on leur demande si ça leur paraît intéressant de faire de la radio, par exemple, alors là, oui. Parce qu'on a aussi quelque chose à restaurer. Et tiens, je voudrais insister là-dessus. Aujourd'hui, l'importance de la radio, c'est l'accès à la parole. Aujourd'hui, on voit la violence se développer chez les plus jeunes. Et là, je parle vraiment aux plus jeunes. La violence se développer. Pourquoi ? Parce qu'on a un recul de l'expression orale. On a un recul de la parole. On a un recul du dialogue. On a un recul du débat. Et ça, il faut le restaurer aussi bien dans le système éducatif que dans les radios. Et nous, radios, quand on intervient, on met en valeur ce droit à la parole, et le fait que la parole est la meilleure méthode de prévention contre les débordements de violence. Oui, merci. Excusez-moi, je peux juste réagir un tout petit peu ? Oui. Alors, on parle de tous ces réseaux sociaux, podcasts et tout ça. Enfin, moi, je veux quand même dire que c'est un boulot qui nous a été demandé, nous, en tant que journalistes des radios associatives, pour lequel on ne nous a donné aucun temps pour le faire. C'est-à-dire que c'était en plus. On doit faire des photos. Moi, je ne fais pas de photos. Je suis désolée, je fais du son. On doit faire accompagner de texte nos podcasts. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement violent, cette espèce d'injonction à être présente sur les réseaux sociaux. Après, ça casse aussi quelque chose qui est quand même magique à la radio, c'est le direct. Voilà, réécouter quelque chose qui s'est déjà passé, moi, ça m'intéresse beaucoup moins que de réécouter un direct. Voilà. Et puis, il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à la précarité, c'est que aujourd'hui, les collectivités territoriales nous disent toutes, faites de l'éducation aux médias, allez dans les écoles, c'est formidable. On l'a toujours fait gratuitement, mais aujourd'hui, on est en concurrence avec les autres radios associatives pour le faire, c'est-à-dire qu'on répond à des appels à projets. Et ça, c'est pas bien, parce qu'autrefois, on nous finançait sans qu'on ait besoin de répondre à des appels à projets. Donc aujourd'hui, on est en concurrence. On est même en concurrence, nous, en hyper-ruralité au centre-Bretagne, avec des villes et des structures qui sont à Brest et qui vont, sur des financements en lien avec la ruralité, proposer des choses dans les collèges ou les écoles rurales. Comment voulez-vous qu'on s'aligne ? C'est impossible. C'est impossible. Oui, on est en concurrence aussi avec le service public des fois, ce qui est un peu bizarre. Je suis journaliste dans une radio associative et ça m'intéresse ce côté investigation, enquête. Comment, dans une radio, on arrive à placer ça, puisque c'est plutôt sur le temps long. La radio, c'est effectivement plutôt du direct, sur des rendez-vous réguliers. Donc, comment on arrive à concilier ces deux aspects-là ? C'est à moi ? Oui. ou aux autres. Ouais.
Alors, donc, comme je l'ai dit au début, tout à l'heure, moi, je faisais un travail qui était plutôt patrimonial. Et puis, à une époque, j'ai été en lien avec notamment une journaliste nationale qui s'est intéressée au terrain breton. C'était Inès Léron. Et on a constitué un duo qui fonctionnait bien. Parce que, comme m'a dit Daniel Mermet, le journaliste local sait tout mais ne peut rien dire. Le journaliste national ne sait rien mais peut tout dire. Et ça a plutôt vraiment bien fonctionné parce que je l'ai rencontré très tardivement par rapport à son arrivée sur le territoire, mais je l'ai rencontré un samedi soir, le dimanche matin, on était à la radio et on fouillait dans les archives et elle me disait mais c'est fou, mais c'est dingue, tu as interviewé. Elle pensait arriver dans un terrain un peu vierge, quoi. Et finalement, il y avait déjà du boulot de fait, il l'a toujours reconnu. Après, faire de l'investigation, on est sur des sujets longs, absolument pas rentables. Si la radio devait nous payer toutes les heures sur lesquelles on travaille là-dessus, ça ne marcherait pas. Moi, aujourd'hui, je fais pas mal d'ateliers. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Là, en ce moment, je fais de l'enquête avec un hôpital psychiatrique sur un cimetière abandonné, un cimetière de fous. Et en fait, pour moi, faire de l'enquête avec un groupe, si on fait de l'enquête, c'est qu'il y a des révélations, et c'est tout. Donc l'investigation, elle est là. C'est peut-être pas très ambitieux, mais moi, j'adore faire ça. Juste pour répondre à la question de Freddy qui demandait est-ce que c'est toujours aussi facile de maintenir l'image des radios. Alors au début c'était facile parce que c'était tout nouveau et encore avec les notables c'était pas toujours si évident que ça. Et aujourd'hui là il y a Victoria Banzuzi qui est avec nous ici et qui est déléguée générale du SNRL et qui commence à travailler avec nous sur la façon dont on doit retravailler l'image des radios par rapport au pouvoir public. C'est-à-dire ne plus être toujours sur une situation de défensive, de dire si, on est bien, on est gentil. Non, de dire exactement ce qu'on fait. Et j'espère que ce travail va pouvoir aboutir. Et en tout cas, s'il y a des radios associatives qui sont présentes ici, n'hésitez pas à répondre lorsque des enquêtes sont menées pour aller dans la documentation de cette action. Victoria. Merci. Gilles, moi, j'ai pas de questions, j'ai juste un petit témoignage à apporter. On parlait de la préhistoire, donc vous êtes devant vous un petit dinosaure de la radio. C'est que moi, j'ai commencé la radio à 14 ans, à Blois. Ça s'appelait Radio Plus FM, c'est devenu comme ça. Et ça s'est professionnalisé parce que tout le monde pouvait être animateur radio, en fait. Et ça s'est professionnalisé en 90. Et je fais partie du premier stage qui a existé en France, organisé par TF1, à Saint-Flour, en février 90, pour avoir un diplôme d'animateur radio. Et ça n'existait pas. Et je fais partie de la première fournée, j'allais dire, où j'ai un diplôme reconnu par TF1 et l'État français d'animateur radio. Et le président du jury, c'était Henri Chambon, qui était très connu sur TF1, notamment pour les reportages du dimanche. Et paix à son âme, d'ailleurs. Et donc, voilà. Et puis, ma dernière petite témoignage, c'est que les radios pirates peuvent aider dans les luttes. Et je sais de quoi je parle, car j'ai travaillé sur Radio Klaxon pour défendre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, enfin contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD. On a réussi à détourner Vinci Autoroute, le temps de traverser la Bretagne. Et Radio Klaxon a vraiment servi à parler de la lutte. Les naturalistes ont eu droit à la parole, les agriculteurs, les hommes politiques qui étaient engagés contre cet aéroport. Et je pense que la victoire, c'est un outil qui a fait partie de la victoire contre l'aéroport et le respect du bocage nantais. Voilà, c'était juste un petit témoignage que la radio libre peut encore servir d'outil dans la lutte et dans les guerres aussi. Je pense que Emma pourrait témoigner de ses déplacements en Ukraine. La radio est nécessaire pour informer, pour même aider, quoi. Voilà. Et surtout Radio Poète, c'était pour savoir quand le pain il était fait. Et le pain il est fait et il disait à la radio et tout le monde allait récupérer son pain. Parce que j'étais sur place à l'époque, ouais.
Ils sont devant leurs écrans. Moi, j'avais une question. Vous avez, Stéphanie Lacaze, vous avez parlé de nouvelles initiatives lancées pour que des journaux indépendants puissent exister, notamment avec le fonctionnement des dons. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez aussi pour les radios? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Parce qu'on a quand même vu le projet du budget 2026 qui prévoyait une suppression très forte du fonds, j'ai oublié le nom là, c'est le FSER. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors nous, on a ça depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous donnent des dons mensuels. Mais ils sont très peu nombreux. Hein. Voilà, ça peut être 5 € par mois, toute l'année. Voilà. Ouais. Sauf que là, avec l'échelle technologique... Pour un micro. Pardon, oui, non, mais c'est juste pour ajouter. Mais vous, par exemple, vous consommez la radio? Je vais un peu faire focal sur vous, si vous permettez. Ça va nous aider. Vous consommez la radio, vous? Quel genre de radio? Moi, typiquement, j'ai fait un stage en radio associative l'année dernière. Du coup, ça m'arrive souvent de l'écouter. Et moi, j'avais justement une question par rapport à ça. Aujourd'hui, de nombreuses radios associatives sont présentes sur le DAB+, dans un contexte de baisse de subventions et d'hostilité envers les médias qui touchent aussi les radios associatives. Que représente cette technologie aujourd'hui dans vos radios respectives? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, pour ce qui est du SNRL, le SNRL a été un des plus favorables parmi les acteurs de la radio pour la radio numérique. Voilà. À une époque, on ne savait pas encore si ce serait du DAB ou autre chose, parce qu'on a vu passer d'autres standards avant. Et on est arrivé au DAB. Clairement, on va le dire, le DAB, c'est peut-être intéressant en termes de qualité, c'est peut-être intéressant en termes d'identification, par exemple, sur écran de la radio. Par contre, c'est une catastrophe économique. C'est-à-dire que les radios qui ont une double diffusion, ce qui est le cas de ma radio, ce qui est peut-être le cas des vôtres aussi, voilà, ça veut dire qu'il faut non seulement financer la diffusion à FM, mais en plus la diffusion à DAB. Et comme en plus, nous, on est en zone rurale, notre émetteur est sur Le Mans, c'est-à-dire en ville. Donc là, on dit, on est la voix de la ruralité sur la ville. Voilà, bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, quoi. Hein. Bon, voilà. Le DAB, ouais, c'est ça. Hein. Donc, en fait, nous, on a toujours rêvé d'une possibilité d'émettre en numérique depuis les territoires, hein, avec des puissances moins importantes, mais pour couvrir la même zone. Parce que le propre des radios associatives locales, c'est d'être liées à leur territoire. C'est-à-dire leur zone de couverture en termes d'infos, par exemple, est la même en général que leur zone de diffusion, ce qui est très particulier. Et si on donne un émetteur DAB sur la grande ville d'à côté, l'intérêt est moyen. Bon, c'est un coût important, et en termes d'auditoire, c'est rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui achète des postes DAB, à part les gens qui l'ont automatiquement dans les voitures, hein, où on peut passer de l'un à l'autre automatiquement. Mais les gens les plus âgés, ils vont pas changer les 15 postes FM qu'ils ont dans la salle de bain, dans la chambre et dans la cuisine pour acheter un poste DAB. Ils disent, voilà la radio comme ça. Ouais, hein, bien sûr. Et tout le monde n'est pas non plus attentif à une qualité acoustique supérieure, surtout quand on est sur des radios de parole, hein, où c'est vrai que c'est pas non plus le plus fondamental, quoi. C'est le contenu qui est le plus important. Donc le DAB, malheureusement, oui, il faut continuer à aller sur le DAB, oui, il faut développer le DAB, mais actuellement, ça se fait aux frais des premiers qui y sont allés, et pour les radios associatives, ça reste quelque chose de très lourd. Je peux appuyer juste vite fait. Alors pour ce qui est nouvelles technologies, je sais que la plupart des jeunes sont sur Internet et vont aller sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est une place aussi à peut-être aussi sur des applications comme Telegram ou d'autres qui font ce genre de possibilité, de donner cette possibilité. Mais c'est vrai que ça a été assez difficile aussi pour les gens de la radio de faire ce passage-là. Il y a aussi cette résistance chez nous, même pour tout ce qui est vidéo. Non, on est une radio, on ne va pas faire de la vidéo. Déjà en 2015, on parlait de ça. Et même les grandes radios sont venues après. Enfin, juste pour dire que l'évolution, elle est
parfois un peu plus difficile en associatif, aussi parce que les habitudes sont différentes, mais aussi parce que c'est un peu ancré aussi. Il y a au-delà de la technologie, il y a une philosophie. Donc c'est pas juste une question financière. C'est aussi financier, évidemment. Ouais, ouais. Parce que là, pour le DAB, nous, on est fâchés. Hein. Franchement, on le dit clairement. C'est les radios associatives qui ont financé le DAB en France, qui a été en plus non seulement financé par les radios associatives, mais l'État n'a pas fait ce qu'il fallait pour promouvoir, pour qu'il y ait un basculement. On a des fréquences DAB sur lesquelles il n'y a quasiment personne. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Et un financement massif. Et on enrichit qui TDF, les grands opérateurs, parce qu'au final, c'est eux qui récupèrent l'argent. Donc... Et puis ça va être aussi, on va peut-être aussi, par rapport à l'audience, être beaucoup plus contrôlé par rapport au DAB, alors que sur la FM, enfin on est écouté partout sur la FM, dans les voitures, même si ça dure 5 minutes. Nous, on est écouté, je ne sais pas si dans le Doubs c'est pareil, mais on est écouté dans les salles de traite avec le petit poste plein de merde de vache qui est accroché et plein de toiles d'araignée. Enfin, c'est quand même génial, quoi. Oui, enfin moi là-dessus, je trouve que c'est quand même une liberté. Sur énergétique, ça n'a rien à voir. Et puis en Chine, il suffit qu'un dictateur n'aime pas le mot Tiananmen, ça n'existe plus, quoi. Enfin, je veux dire, sur Internet, on a quand même les FM. Je sais pas, moi, ça me semble sur ces plans-là moins lourd que l'Internet. Alors, je trouve que c'est bien d'avoir développé l'autre, mais de supprimer la FM, moi, ça me... Juste une phrase, pour aller dans ce sens-là. La radio est un des rares supports gratuits. Ben oui. C'est-à-dire qu'on diffuse de l'information, on diffuse du divertissement, etc., gratuitement. À partir du moment où on passe par Internet, ça devient un support que les gens payent. Oui. Donc ça dévoie aussi une partie finalement des fondamentaux de la radio. Et on dépend, comme vous le dites, d'opérateurs extérieurs. Ouais. Et puis ça peut être hyper contre. Les FM, il y avait des risques. Hein. Je veux dire, mon grand-père, quand il écoutait et puis il faisait la surveillance autour pour savoir qui écoutait De Gaulle. Je veux dire, c'était pas risque zéro. Hein. Puis quand il se faisait choper, c'était donc pas risque zéro. On n'écoutait pas ce qu'on voulait. Il y avait Mais là, c'est quand même du délire. Le Big Brother, faut voir où il est quand même. Hein. En clair. Mais voilà. Je m'excuse, c'était pas une question. Non, ne vous excusez pas. Alors, je peux rajouter juste une phrase sur le sens, parce qu'on a un peu dévié finalement, mais c'est bien aussi, parce qu'on a fait quand même... Je t'en prie, Emma. C'est un peu une séance de thérapie, je sens, entre nous. Ouais. Alors, pour revenir sur un journaliste exigeant malgré les contraintes, juste pour donner quelques éléments de compréhension de ce qui est pour un média associatif et non-profit, évidemment que le journaliste ne sera pas pareil, ça ne sera pas le même journaliste que dans un média mainstream. L'attente parfois qu'on a des médias indépendants, donc parce qu'on est des médias indépendants au final, dans notre cas associatif et non-profit, elle est beaucoup plus importante que pour les journalistes des médias mainstream. Je vais vous dire très honnêtement, en tant que journaliste, je vais sortir dans la rue sur une manifestation. Si l'article ou bien le reportage audio ou vidéo, peu importe, n'est pas dans le détail, n'a pas l'angle qu'il faut, n'est pas sorti au bon moment, etc., on aura un retour négatif 2 fois plus que pour un journaliste ou une journaliste qui est dans un média mainstream. De plus, les médias comme France 3, qui ont des moyens mais très importants par rapport à nous, et tant mieux, je ne dis pas le contraire, tant mieux, on devrait avoir les mêmes, c'est tout, il faut parler haut, pas par le bas. Et donc, même eux, quand il reste 5 secondes sur une manifestation, nous on reste toute la journée quasiment, hein. On reste sur la manifestation, on fait un super long format de 30 minutes, parfois 1 heure. Les gens, si on fait moins que ça, ou bien on prend une position un peu neutre, j'en sais rien, à leurs yeux, hein. Je parle de la neutralité n'existe pas dans le journalisme, c'est un leurre. Mais en effet, on va avoir un retour assez négatif et assez important et assez, une exigence supplémentaire. Cette exigence ne vient pas du fait qu'on serait d'un bord ou d'un autre. Cette exigence, c'est parce qu'on les a habitués aussi à aller dans le détail, à aller dans la profondeur, à faire un travail un peu plus important sur chaque
dans l'endroit où il n'y a pas d'autres journalistes, vous allez retrouver les journalistes des radios associatives. Donc, on occupe aussi l'espace de ce qui a été délaissé par les autres médias. Donc, c'est aussi par là que l'exigence journalistique arrive dans notre cas. Vous voulez peut-être intervenir, non ? Oui, non. En général, les conférences de presse, elles ne sont jamais faites pour la radio. C'est-à-dire que, déjà, quand on est invité, nous, on a été mis au placard pendant 3 ans. Ça aussi, ça arrive. C'est-à-dire que la communauté de communes ne nous envoyait plus aucun communiqué, rien. Mais aussi, quand on va aux conférences de presse, eh bien, on fait un son 5 minutes sur un coin de pilier pendant que tout le monde boit un coup. Le son est dégueulasse. Enfin, c'est pas du tout adapté. Et notre travail est d'autant plus difficile, je trouve, parce que personne ne s'adapte en fait aux médias radio. Mais après, quand on fait beaucoup de terrain, quand on va sur des manifs notamment, la restitution, elle est tellement fidèle, elle est tellement belle, que là, évidemment, moi je trouve qu'on a beaucoup plus d'avantages que les autres médias, et notamment que la presse écrite. Ouais. Alors, ouais. Pardon. Simplement, juste, moi, ce que vous venez de dire là, tous, ça m'évoque 2 choses. C'est vraiment, on voit que cette forme de journaliste, ça fait appel au territoire. Et c'est vraiment, cet ancrage local dont vous parlez qui est hyper important et aussi près d'être aussi finement au cœur des territoires, il y a peu de médias qui le font et ça c'est super intéressant. Et il y a la communauté en fait. Vous avez vraiment ce côté où vous parlez à un certain nombre de personnes et comme tu viens de le dire avec Radio 8, vous êtes très attendu quoi. Et c'est là effectivement qu'on crée quelque chose et que les associations sont importantes pour ça en fait. Oui, en termes d'exigence sur les radios associatives locales, donc qui sont présentes sur tout type de territoire, les centres-villes, les banlieues, les zones périurbaines et beaucoup de zones rurales ou métropoles, outre-mer. Enfin voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des particularités évidemment liées à chacune des radios. Ce que je voudrais juste rappeler, c'est que c'est pas seulement des journalistes encartés. Qui ont le statut de journaliste qui font le travail, parce que faut le savoir, au niveau des journalistes, 54% des journalistes sont en Île-de-France. Voilà. Donc le reste est ailleurs. C'est la Bretagne qui a la première région pour le nombre de journalistes, et c'est peut-être pas un hasard que ce soit la Bretagne, parce que c'est une région qui défend des identités très fortes, et je ne suis pas loin de penser que c'est ça qui explique que ce soit la première région par le nombre de journalistes. Après, il y a cette question du regard qu'on peut avoir justement, je dirais peut-être de Paris, par exemple, sur des journalistes locaux. Moi, j'ai souvent vu des gens qui disaient le plus grand mal des petits hebdomadaires locaux qui donnaient les nouvelles du club de pétanque du coin, etc. Mais il y en a besoin de ça. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un média ? C'est quelque chose qui produit une information pour aller vers un public. Et il faut faire ce que le public aussi attend. Et donc, en général, nous, la particularité qu'on a en termes de radio locale, c'est justement de tout traiter. C'est-à-dire que tout est information, tout ce qui se passe sur le territoire. Il n'y a rien d'anodin. Tout ce qui peut mettre en valeur la façon dont les gens s'investissent dans le tissu local, dans la vie citoyenne, doit être mis en valeur. C'est une forme d'information positive. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup ce mot-là. Bon, moi, je vais l'utiliser. C'est une forme d'information positive, mais qui est l'information de la vie du territoire. Et ça, il n'y a que nous qui le faisons. Et il ne faut pas avoir un regard condescendant dessus, mais au contraire dire bravo, bravo. Vous le faites vivre les territoires, vous donnez la parole aux gens. Vous êtes des vrais acteurs de la démocratie locale. Ça, c'est la clé, la démocratie locale. Moi, je voulais juste dire que dans notre média, par exemple, nous, on ne traite pas les faits divers. Voilà, jamais. Donc ça c'est un choix que vous avez décidé, donc vous ne faites pas les chiens écrasés, ouais, des choses même beaucoup plus graves. Enfin, qu'est-ce que vous appelez les faits divers ? Par exemple, une histoire de déni de grossesse avec des corps d'enfants retrouvés dans une commune limitrophe. On n'en parle pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de radios. Oui, alors c'est un vrai sujet. Franchement, le fait divers, on pourrait en débattre, mais c'est juste que je voudrais en fait m'appuyer sur ça, parce que ça, c'est des questions qui sont aussi centrales dans les rédactions nationales, internationales. Mais
moi, j'ai le souvenir de mes débuts dans les radios associatives où presque le mot professionnel était un peu, était pas dénigré, mais en tous les cas, c'est pas ce qu'on recherchait. Et que derrière le mot professionnel, il y avait un message implicite qui disait en gros, on va un peu faire de l'uniformisation, on va singer ce qui se passe sur les plateaux parisiens, et que au contraire, la radio associative, c'est la possibilité offerte à quiconque, avec son accent, avec son histoire, avec ses insuffisances, parfois même avec parfois son analphabétisme, parce que vous aviez des gens qui rentraient dans les radios associatives, et je sais de quoi je parle. Moi, mon père a fait de la radio, il ne parlait pas français, et donc vous voyez, et là, il y a quand même un switch qui s'est passé. Il s'est passé un truc quand même depuis le début des années 90, où on commence à professionnaliser, on commence à recruter des journalistes professionnels qui, a priori, font quand même leur travail d'une manière professionnelle, donc qui se rapprochent un peu d'un journalisme assez classique. Et donc, est-ce que c'est pas là où les radios associatives ont un peu édulcoré finalement l'état d'esprit de ces structures, en tout cas l'histoire et la mémoire de ces structures? Un petit mot quand même sur, Oui. pour appuyer ce que vous venez de dire. En termes de journalisme, on a fait quand même pas mal de formations à beaucoup de personnes qui sont entrées dans le métier. On est la première étape pour des personnes qui s'approchent du journalisme. On a aussi donné la possibilité à des personnes qui étaient journalistes d'être plus protégées en entrant dans notre rédaction en tant que journaliste, certes pas professionnel, mais journaliste bénévole. Ils ont eu la couverture et la sécurité d'une rédaction, d'un syndicat. On a eu aussi la possibilité de leur donner l'entrée avec accréditation dans des événements. Nous avons aussi la possibilité, grâce à notre équipe, de les former, leur expliquer ce que c'est le journalisme, savoir ce que c'est une éthique journalistique, savoir faire leur travail. Donc c'est vraiment un tremplin, littéralement, pour le journalisme, et aussi pour la compréhension de leurs droits, parce que là, par la suite, ils vont aller dans une rédaction et tout d'un coup, ils sauront ce que c'est un syndicat journalistique, c'est quoi leurs droits, et ils vont savoir comment se protéger, mais surtout aussi comment travailler. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont allés dans d'autres médias, comme des grands médias mainstream, et ils ont dit la meilleure école de journalisme, c'est les radios associatives. Donc ça restera, et je pense que c'est vraiment aussi ça notre rôle aujourd'hui. Alors, une dernière question, une dernière remarque, ou un dernier commentaire? Oui, non, c'est votre dernier mot. Alors, très vite, on va conclure, parce qu'il est 11h, et on doit quitter cette salle à 11h, puisqu'il y a un autre atelier à 11h15, donc ça laisse le temps aux fumeurs et aux buveurs de café d'aller prendre un petit café. Donc, peut-être un dernier mot, si vous le souhaitez. Sinon, peut-être pas Eric tout de suite, parce que Eric, ça va être un dernier mot un peu plus long. Ah bon? Mais peut-être... Juste remercier, voilà. Merci beaucoup de cette invitation. Merci à Xavier Ridon, qui n'était pas aujourd'hui là, mais qui a permis, en ce qui me concerne, de pouvoir venir. Et puis au SNRL, et puis à toute l'équipe qui est ici, à vous et à vous, public. Et merci de parler des radios associatives. Merci beaucoup. Et puis je rappelle surtout que Stéphanie Lacaze va publier sa thèse, Oui, son mémoire, pardon. Il sortira aux éditions du Bordelot en septembre. Ça s'appellera « Une autre presse est possible ». Et peut-être que l'année prochaine, dans le cadre des assises, de la 20e édition, on aura l'occasion peut-être d'aller beaucoup plus loin et d'approfondir davantage. Parce que avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que vous avez évoqué la nouvelle gouvernance, la manière le coopératif, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit encore aller savoir, moi, je suis un peu dans l'attente de savoir où on va chercher cet argent. Après, la manière de le gérer, c'est une chose, mais la source des financements, c'est encore un autre chantier. La levée de fonds, c'est le Voilà, nerf de la guerre, effectivement. Merci beaucoup. Merci à toi, Nordine. Eric. Merci beaucoup à toutes. Merci à tous. Voilà, il faut continuer le combat. L'information est un bien public. Et il est évident qu'il faut défendre cette chose-là. Il faut surtout défendre la mémoire et l'histoire des gens qui ont essayé justement de nous mettre le pied à l'étrier. Merci beaucoup et puis bonne suite pour les assises. À bientôt.